Donc du coup, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter aux lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Bien oui, je m'appelle Mireille Pluchart. J'ai un âge pas tout à fait canonique, mais quand même, hein. J'ai commencé à écrire à la retraite, hein, et ça fait déjà pas mal de temps. Alors, du coup, qu'est-ce que vous aimez lire? C'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai été boulimique de lecture. Autrement dit, tout ce qui me passait entre les mains. Maintenant, je suis un peu plus sélective. Et j'aime bien je vais dire les biographies. Les biographies ou les autobiographies? Non, les biographies. Les biographies historiques, si possible. Hein. D'accord, je comprends. Donc du coup, il faut parler de... Enfin, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce nouveau roman, justement, Le Miroir d'Amélie? Ben oui, ce nouveau roman qui a vu le jour avec ce coup de cœur de l'histoire d'Amélie, jeune institutrice, hein, et puis institutrice mûre qui... par le biais du reflet du miroir, voit se dérouler sa vie à plusieurs étapes. D'accord. Du coup, justement, par rapport à, enfin, vous dites par rapport à plusieurs étapes, moi je me suis vraiment interrogée sur cette structure, pardon. Pourquoi avoir choisi de montrer toute sa vie, de ne pas avoir choisi un seul moment de sa vie et de plus le fait de vraiment avoir fait toute la chronologie? C'est-à-dire que, en fait, c'est pas moi qui commande, c'est la mémoire d'Amélie qui commande. Donc, elle n'occulte rien de sa vie, le bon comme le mauvais. Finalement, tout se déroule tout à fait naturellement, comme si elle ne pouvait détacher les bons moments des mauvais. D'accord, oui, du coup justement, j'avais une question qui portait sur ça. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait vraiment des rétrospections où on voit Amélie. Par exemple, il me semble que la première partie commence en 1923, il me semble, si j'ai bonne mémoire. 26, oui. 26, oui. Voilà. Et il y a une rétrospection sur la première partie de sa vie où elle est enseignante, etc. Oui. Et après, dans la deuxième partie, on la voit de nouveau en je ne sais plus trop quelle année, et il y a une nouvelle rétrospection. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment interpellée, ce thème de la rétrospection, justement. Oui. Et je me demandais pourquoi vous aviez fait ce choix. Oui, j'ai fait ce choix de le couper ou de la rétrospection. Les deux. Voilà, de le couper, ça m'a semblé une respiration au milieu. Hein, on se pose un petit peu avant d'attaquer finalement une deuxième partie de sa vie. Et si je peux dire même, ce serait une troisième partie de sa vie, parce qu'il se trouve que dans un précédent livre, on a déjà rencontré Amélie enfant. Donc ce sont des portions de vie qui permettent de ne pas s'essouffler, de voir défiler tout d'un coup. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, par rapport au personnage, c'était sans doute le but, mais j'ai été vraiment agacée par le personnage de Zélie dans la première partie. Oui. Et comment on crée un personnage aussi antipathique, j'ai envie de dire? Je pense que dans tout ouvrage, en tous les cas dans les miens, il y a toujours un personnage comme ça. Et à mon avis, il fait ressortir au contraire la luminosité des autres. Le fait qu'il y ait un personnage noir fait apparaître les autres encore plus lumineux, encore plus blancs, pour ainsi dire. Et puis un personnage noir, c'est important parce que c'est un peu nous aussi. On n'est pas tellement lumineux toute notre vie, toute la journée. On a aussi des zones d'ombre, mais
on a la possibilité de se racheter, de se rattraper. Ce ne sera pas le cas pour Zélie, vous l'avez lu, vous l'avez vu, donc elle est définitivement noire, arrangée dans le tiroir des oubliés. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est un personnage noir dès qu'elle est enfant. Oui. Dès qu'elle est toute petite, on sent que c'est un personnage qui va pas en s'arrangeant, entre guillemets. Voilà. Et ça va au contraire en s'empirant. Donc, du coup, aussi, comment est-ce que vous vous documentez avant d'écrire un roman? Par exemple, pour ce roman-là, on sent que c'est quand même un roman qui fait presque office de documentaire, j'ai envie de dire, sur l'enseignement à cette période-là, enfin, sur la Seconde Guerre. Du coup, est-ce que vous faites des recherches préalables? C'est mon premier travail et même, je dirais, c'est mon premier plaisir. De faire des recherches, ça, c'est une passion. Alors, c'est un temps presque de... Peut-être que je parle fort. C'est peut-être presque un temps de récréation pour moi, puisque le temps de l'écriture, ça va être faire son devoir, le devoir scolaire. Mais la recherche, c'est un temps de plaisir, de récréation, et ça me prend, si je mets 6 mois pour écrire un livre, la recherche représente bien un tiers. Qu'est-ce que j'ai dit? Si je mets 6 mois? Non, si je mets 1 an pour écrire un livre, ce sera bien un tiers du temps que me prendra la recherche. Alors je la fais au tout début, sachant qu'elle n'est jamais terminée, parce qu'il suffit qu'on écrive un mot, un paragraphe, qui vous amène à aller rechercher aussi quelque chose pour plus de précision, pour jeter quelque chose de neuf dans ce passage. La recherche, elle est permanente en fait dans l'ouvrage, au cours de l'ouvrage. D'accord. Et du coup, toujours dans ce genre de roman, mais particulièrement dans les vôtres, on retrouve aussi tout ce vocabulaire régional. Oui, j'essaye un petit peu de le limiter parce que, vous l'avez vu, donc Amélie est une jeune institutrice, c'est Jeanne Hussarde de la République, qui faisait la traque aux langues régionales. Il fallait parler un français pur, si bien que les enfants étaient pénalisés dès qu'ils prononçaient un mot, entre guillemets, de patois, langue qui était parlée dans leur famille essentiellement. Du coup, oui, est-ce qu'il y a de nouveaux projets pour prochain roman prévu? Oui, je sais plus finalement dans quel ordre ils vont paraître, parce que j'en ai déjà écrit 2 qui sont terminés, un pour lequel j'ai le contrat déjà, et puis je suis de nouveau en écriture. Donc, on aura encore des romans. Et j'espère en tous les cas. Du coup, merci. Merci à vous de m'avoir écouté, surtout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre roman ou par rapport à votre écriture qu'on n'aurait pas spécialement abordé? Oui, il faudrait peut-être des heures et des heures pour en parler, mais la façon dont je travaille, vous faisiez référence à la documentation, donc moi je ne m'isole pas pour travailler, je m'isole dans une bulle de réflexion, mais je ne m'isole pas physiquement, donc je travaille dans ma salle à manger, sur mon bureau, mais alors j'ai un pan de mur sur lequel j'ai peint, tant pis pour ma tapisserie, j'ai peint où je scotche mes recherches qui sont numérotées, donc là je peux me lever de mon bureau, aller consulter telle ou telle recherche, la décrocher, la mettre sur mon bureau, recommencer, ainsi de suite, et je trouve que le va-et-vient du corps va très bien avec le va-et-vient de l'esprit. Du coup, des documents que vous trouvez, ils peuvent vous servir pour plusieurs romans. Ça m'arrive, oui. En tous les cas, j'archive tout ce que j'ai pu récolter, parce que ça peut ressortir, certes, à un moment ou à un autre. Et puis, quand je vais faire des présentations de mes ouvrages en bibliothèque, alors
on appelle ça des conférences, moi je trouve que c'est un peu pompeux, hein, je ne suis pas conférencière, mais je parle de mes livres et j'aime étayer mon propos par des documents et je les fais circuler. Là, je suis en train de m'équiper pour les mettre sur un rétroprojecteur et pouvoir projeter le document dont je parle. C'est toujours intéressant. En ce moment, j'écris sur les filatures à la fin du 19e et début 20e siècle. Et j'ai le règlement des filatures. C'est un poème, rien qu'à lui seul. Un pénitencier ferait pas mieux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.